Un petit peu de discours. Donc, Liège a toujours été une terre d'accueil pour de nombreux citoyens venant des 4 coins du globe. Notre communauté en fait partie. Cela a été possible grâce à une immense solidarité manifestée par des Liégeoises et des Liégeois, dont beaucoup sont présents dans cette salle, sans oublier tous ceux qui nous ont quittés. Nous voulions donner maintenant la parole à Luba Claros, qui représente l'association des familles des détenus disparus au Chili. Lolo va donner quelques mots. Donc, parmi nous ici à Liège, nous avons des camarades qui malheureusement ne connaissent toujours pas le sort de leur famille. Cela fait 45 ans qu'ils cherchent la trace de leurs proches exécutés ou portés disparus. Donc, comme Tencha a dit, nous allons passer la parole à Luba Claros Calderon, professeur à l'Athénée Léonie de Waha, et qui est représentant des familles de détenus disparus au Chili. Bonsoir à tous. Tout d'abord, au nom des familles des détenus disparus au Chili, nous vous remercions vivement, toutes et tous, pour votre présence ce soir. Nous tenons à remercier tout particulièrement les territoires de la mémoire d'avoir accepté de réitérer, et ce, comme toujours, avec beaucoup d'engagement, cette belle initiative. De même, nous remercions Pablo Sepúlveda Allende, qui a solidairement accepté de nous enrichir de sa présence ce soir. Merci à Jorge Marasich, professeur à l'IEX, d'être présent et d'apporter son regard historique et éclairé. Nous saluons chaleureusement la présence de l'Organisation des marins antiputschistes, la Casa Nicaragua, la SBN-NEMA et l'implication des différents collectifs chiliens de Liège, tout spécialement les 2 et 3e générations des exilés chiliens, sans qui cette soirée commémorative n'aurait pas lieu. Un grand merci aussi à tous les amis et camarades chiliens ici présents, de même que tous les amis et camarades belges qui continuent à nous soutenir dans notre militance pour la justice et la vérité. En effet, le travail de mémoire est une responsabilité citoyenne que nous avons tous envers notre passé. Il n'est rien sans personne pour écouter et faire écho de l'histoire aux générations qui suivent. On ne peut pas réaliser le présent et préparer l'avenir sans se retourner sur son histoire personnelle et sur notre histoire commune. Au Chili, comme encore dans beaucoup d'endroits du monde, la lutte pour un monde plus juste est un travail perpétuel et sans relâche. C'est pourquoi se rappeler et commémorer ce 11 septembre 1973 est une façon symbolique de nous investir de sens dans notre combat quotidien face à la dictature d'Augusto Pinochet. Pendant les années noires de la dictature, l'armée chilienne a mis en application des techniques enseignées aux officiers latino-américains par l'armée des États-Unis, plus précisément celle de l'École des Amériques. Notamment, parmi ces pratiques, la méthode de la disparition forcée, c'est-à-dire l'arrestation secrète d'opposants suivie de leur démenti par ses responsables. L'objectif était d'anéantir les organisations politiques et syndicales et surtout de créer un climat de terreur au sein de la population. De ce fait, au Chili, plus de 1000 personnes sont ainsi devenues des détenus disparus. Directement après le putsch, la répression fut déployée de façon massive et aveugle. S'ensuivit très vite une rationalisation de celle-ci. Les forces répressives se sont dotées d'objectifs précis et la répression fut appliquée d'une manière de plus en plus sélective. Diverses opérations ciblant successivement les plus importantes forces politiques de la gauche chilienne furent ainsi organisées par les appareils de sécurité du régime. Les plus significatives ont été l'opération Colombo, la première, de septembre 1974 à juin 1975, et celle touchant le plus grand nombre de victimes à la fois. Il s'agit de 100 hommes et 19 femmes, pour la plupart âgés de moins de 30 ans, que le régime militaire a fait sinistrement disparaître dans une violence sans nom. Parmi eux, une grande majorité étaient des militants du MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, cible principale de l'opération. D'autres du Parti communiste, du Parti socialiste et du MAPU, le mouvement d'action populaire unitaire, mais encore du Parti démocrate chrétien, et enfin quelques-uns n'appartenant à aucune organisation politique. D'autres opérations furent agencées plus tard par le régime dictatorial, affectant les directions clandestines des partis socialistes en 1975 et communistes en 1976, dont les plus connues sont celles de la Calle Conferencia et la Calle Bello Horizonte, puis l'opération Albanie ou Tuerie de Corpus Christi. En rendant hommage ce soir à mon oncle, Mario Calderón Tapia,
Je rends aussi hommage aux détenus disparus de l'opération Colombo et à l'ensemble des plus de 1000 détenus disparus au Chili, ainsi qu'à certaines de leurs familles ici présentes ce soir avec nous. Le parcours militant de mon oncle Mario est le parcours de nombreux jeunes gens chiliens de l'époque, généreux et engagés. Tout comme Luis Duran, le frère de Ruth Palma ici présente, Mario fut l'un de ces jeunes gens que l'on fit disparaître dans le secret le plus total. Avant le coup d'État, tous deux journalistes de formation étaient militants révolutionnaires. Ils combattaient et dénonçaient les inégalités sociales et économiques infligées à la société chilienne depuis des décennies par l'impérialisme et la classe capitaliste chilienne. Plus tard, ils sont devenus des résistants face à la dictature de Pinochet. Ils font partie des 119 détenus disparus sous l'opération Colombo. Aujourd'hui, notre famille et nos proches, tout comme celle de Ruth et de tant de Chiliens, continuons sans relâche et par tous les moyens notre quête pour la vérité, afin que justice soit rendue. À la suite des détentions et disparitions inexpliquées de ces 119 personnes, les familles dénoncèrent ces crimes devant plusieurs instances juridiques et déposèrent des recours devant la Cour d'appel en sollicitant la désignation de juges investis d'attributions extraordinaires pour enquêter sur le sort de leurs proches disparus. Après de longues années de recherche infatigable, les corps de seulement 186 des plus de 1000 détenus disparus ont pu être retrouvés. Dès la fin de la dictature, et grâce à la pression des familles, les chefs d'accusation se sont multipliés et des condamnations pour crimes contre l'humanité ont été prononcées contre un nombre significatif, mais pas pour autant suffisant, d'anciens tortionnaires. Jour après jour, les avocats des familles ont avancé dans leur travail, mais nous sommes loin d'avoir atteint nos objectifs, à savoir justice et réparation. Nous n'avons pas non plus obtenu les informations attendues, car la politique actuelle au sein des forces armées du pays continue à taire la vérité sur les faits. Aujourd'hui, 45 années après le putsch, l'actualité nous oblige à dénoncer le climat de répression dans lequel le Chili évolue de nos jours et de rendre ces faits publics. En effet, depuis l'installation d'un gouvernement de droite qui compte parmi ses ministres d'anciens collaborateurs de la dictature, les défenseurs des droits de l'homme au Chili et nous, les familles, éprouvons des sentiments d'impuissance, de révolte et de tristesse face à la régression du pouvoir judiciaire du pays. Sous la pression du gouvernement, le pays est en train de rendre nuls les acquis obtenus en matière de justice et réparation en promouvant la libération d'anciens condamnés pour crimes de lèse-humanité. Il doit être souligné que le processus d'impunité se prépare au niveau juridique et politique depuis des années au sein des forces militaires. Certains députés et représentants de l'Église implorent la clémence pour les criminels condamnés pour crimes de sang, les estimant trop vieux et trop malades pour se trouver en prison. Après 5 ans d'opposition, le président de la Cour suprême, qui refusait d'accorder la liberté aux condamnés pour crimes contre l'humanité, a pris sa retraite. Son départ est déterminant, car il coïncide avec le changement de gouvernement. Jusque-là, les magistrats de la Cour suprême n'avaient pas donné suite au recours introduit par les avocats des criminels, en respectant ainsi la décision de la Commission de liberté conditionnelle qui avait refusé ce bénéfice aux incarcérés dans les prisons spéciales de Punta Peuco et Colina 1. Lors du prononcé de ces jugements, la Cour d'appel avait clarifié qu'il n'existe dès lors aucune restriction dans la législation internationale de refuser ce dit droit aux condamnés pour crimes de lèse-humanité. Malgré cela, la deuxième chambre de la Cour suprême a jugé recevables les recours introduits par 5 ex-agents des services secrets de l'État condamnés pour crimes contre l'humanité et leur a accordé le droit à la liberté conditionnelle. À l'unanimité, la Chambre a révoqué les jugements qui avaient auparavant rejeté ce droit aux condamnés pour séquestration qualifiée et crimes organisés. L'argument qui a été mis en avant par les magistrats de la Cour suprême lors de cette révocation est qu'il n'existe pas de recours dans la législation internationale pour refuser ce droit à la liberté conditionnelle aux condamnés pour crimes de sang. Cette allégation est bien entendu non fondée, et les normes internationales des droits de l'homme distinguent clairement les criminels communs des criminels contre l'humanité. Depuis le mois d'août, les familles des victimes conjointement aux organisations estudiantines se révoltent et s'insurgent contre ces rétractations judiciaires. Les protestations devant les tribunaux et devant les maisons des condamnés libérés sont nombreuses. Ces manifestations dénoncent la gravité de ces révocations
judiciaire car elle crée un précédent en termes d'impunité pour des crimes de lèse-humanité. Face à cette sentence aberrante du point de vue juridique, la présidente et avocate de la Commission des droits de l'homme déclare que cette décision est contraire aux obligations internationales de l'État du Chili et de plus renvoie une image sociale fort négative du pays. Des sentences telles que celle-ci dans le domaine des crimes contre l'humanité ont un impact social et éthique sur la société entière. Elle dénonce l'inconstitutionnalité de cette sentence et l'abandon des devoirs judiciaires de la part des magistrats. Les familles des détenus et disparus ont introduit un recours devant le tribunal constitutionnel contre la décision des magistrats de la Cour suprême de justice. La recevabilité de ce recours est d'importance historique et l'issue dépendra de si le Chili de 2018 est disposé à tolérer passivement le génocide que nous avons vécu pendant 17 ans ou si, au contraire, la loi sera appliquée en donnant raison au serment qu'à l'avenir de pareilles pratiques criminelles n'est droit ni à l'oubli ni au pardon. Merci pour votre attention, votre présence et votre solidarité dans notre combat pour la justice et la vérité. Merci.